Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver et je l'espère en très grande forme. Avant de commencer les amis, nous sommes samedi 31 mai, précisément 23h47 et le Paris Saint-Germain vient de remporter sa première Ligue des Champions, la deuxième du football français. Alors par souci de fair play, car oui il faut être fair play quand l'équipe qui gagne mérite à ce point-là, quand le foot est pratiqué comme ça avec autant de qualité et de conviction collective, on ne peut rien dire, on s'incline, bravo au Paris Saint-Germain, ça n'écarte en rien mon profond rejet et dégoût du modèle qatari qui finance à coups de subventions maquillées le Paris Saint-Germain et qui va déréguler le football français, là encore évidemment, mais dans ce foot qui est en tout point capitalistique et financiarisé, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, les bonnes intentions c'est bien, la morale c'est bien, mais ce qui gagne c'est la compétence et l'argent, et Paris avait évidemment les deux. Bravo au PSG et félicitations à vous chers amis parisiens. On revient au cœur de la vidéo qui est donc l'Olympique Lyonnais évidemment, avec un été nettement moins reluisant pour nous malheureusement. Je l'ai dit en vidéo récemment, je pense que l'OL va vivre un mois de juin d'enfer. Et quand je dis d'enfer, je pèse le mot un mois d'enfer. Parce que entre le rendez-vous DNCG fin juin en toile de fond et les différentes ventes qui vont se produire pour satisfaire les exigences de la DNCG, je pense sincèrement les amis que nous allons vivre des semaines assez tendues, assez remuantes. Et donc, une question en toile de fond que je me suis posée et que vous j'imagine aussi, à quoi peut donc ressembler l'an prochain le visage de l'Olympique Lyonnais? Autrement dit, à quoi va-t-on assister en termes d'effectifs pour la saison 25-26 côté OL? Vraie question, vrai débat, vrai sujet, et ça, j'ai voulu en faire une vidéo rien que pour vous. Mais pas trop vite comme toujours, pensez au petit pouce qui prend une demi-seconde. Là maintenant, c'est un geste très rapide et en plus gratuit, ça ne coûte rien, mais ça fait vraiment très plaisir et ça aide au référencement du contenu et de la chaîne. Pensez aussi à commenter maintenant, me dire vos différents points de vue sur la vidéo qui selon vous devrait partir ou rester à l'OL. Pensez vraiment, si vous aimez le 11 lyonnais, à vous abonner et enfin activer la cloche pour ne rien manquer. On va se projeter sur les différentes lignes de l'effectif, gardien, défenseur, milieu, attaquant et les retours de prêt. Et en toile de fond, je vais vous rappeler les contraintes DNCG. Alors rapidement, j'en ai parlé très longuement dans différentes vidéos précédentes, mais je pense qu'il faut avoir en tête quelles sont les contraintes que la DNCG va imposer à l'OL afin d'être dans les clous d'un point de vue budgétaire et financier. Et je l'espère, John, si tu m'écoutes, vivre un été, un mercato estival tranquille, serein, on en a grandement besoin. Alors pour faire simple, sur chaque visuel, vous aurez donc les différentes lignes de l'effectif, gardien, défense, milieu, attaque, et les retours de prêt. Et en bas à droite de l'écran, vous allez avoir deux petits encadrés couleur bleu ciel. Le premier vous rappellera à chaque fois quels sont les 2-3 grands objectifs de l'OL pour ce mercato estival. J'en ai retenu deux pour être très précis. Tout d'abord, une baisse de la masse salariale de 50 millions d'euros. Je me réfère directement à ce qu'avait dit Textor en conférence de presse courant octobre-novembre. Il avait dit qu'il fallait quasiment aboutir à une masse salariale globale d'environ 100-110 millions d'euros et une masse salariale pour la partie foot d'environ 70-80 millions d'euros. Ce qui veut dire de façon très simpliste qu'il faut réduire d'environ 50 millions d'euros la masse salariale sur la partie foot. Vrai challenge, mais pas impossible. Et mon second objectif que j'ai aussi fixé dans l'encadré bleu ciel en bas à droite, c'est un objectif de vente d'actifs joueurs d'environ 100 millions d'euros. Je rappelle, car il faut vraiment le redire encore et encore, l'OL a accusé au cours du semestre 1 24-25, donc entre juin et décembre 2024, une perte de 117 millions d'euros. Un déficit à 9 chiffres qui est aussi important, forcément, ça doit faire réfléchir sur la suite des événements. Et ça, j'ai voulu le mettre de côté, l'avoir en tête, pour ne pas dire tout et n'importe quoi. Je pense que dans ce mercato estival de l'OL, il faut que l'on ait en tête ces 2-3 contraintes de la DNCG. Alors il y en a plein d'autres, on peut dire aussi que si l'OL baisse sa masse salariale et vend des joueurs, on peut imaginer qu'on va cibler avant tout des profils qui coûteront très peu cher,
de bonnes affaires, des fins de contrat et surtout des joueurs avec du potentiel pour une possible valorisation sur revente. C'est comme ça que moi, en tout cas, je l'imagine. Là encore, je peux me tromper. Peut-être que John Textor sortira de sa poche des millions d'euros qu'il n'a pas encore montré jusqu'à maintenant. C'est possible. Dans ce cas-là, je dirais je m'excuse. Mais jusqu'à preuve du contraire, on devrait plutôt se diriger vers mon scénario. Et en dessous, en bas à droite, un second encadré en couleur bleu ciel, ce sont toutes les réalisations en cours. En fait, sur chaque visuel, gardien, défense, milieu, attaque, je vous dirai quels sont les joueurs que je vois partir, ceux que je vois rester, et tous les joueurs que je vois partir feront augmenter mécaniquement les ventes de joueurs et feront baisser mécaniquement la masse salariale. Tout ça, on le fera donc au fur et à mesure, et vous verrez en fin de vidéo, les gones, que mes deux grands buts fixés ne sont pas du tout inatteignables. Autrement dit, on peut baisser drastiquement la masse salariale et on peut faire d'énormes ventes joueurs d'ici la fin du mois de juin. Et on commence donc par la première ligne, les gardiens de but. Alors c'est assez facile à comprendre. On a actuellement 3 gardiens, Lucas Perry notamment, Rémi Descamps et aussi le petit Diarra. Alors j'imagine dans un monde assez réaliste que les 3 vont rester, même si j'émets un petit point d'interrogation sur le cas Lucas Perry, partira pas. Vous verrez en fin de vidéo que pour moi, il est peut-être l'un des joueurs qui feront la variable d'ajustement. S'il manque un petit peu d'argent dans les caisses de l'OL, je n'exclus pas une vente de Perry qui pourrait intéresser Newcastle, la Roma. Bref, là encore, c'est l'avenir qui nous le dira. On enchaîne avec la ligne des défenseurs. Alors, dans le cœur de la défense, là, il y a quand même plus de mouvement, évidemment, notamment sur les côtés. Alors, j'ai mis Tagliafico, Abner, Nakate, Koumbedi, Mata, Omari, Tchaleta Tsar, puis Maitland-Niles. Parmi ces 8 joueurs que j'ai évoqués à l'instant, j'en vois partir 3. Le premier, c'est Tagliafico. J'imagine qu'il partira. Il a un salaire qui est très important, à 6 chiffres, 300 et quelques mille euros mensuels. Si on rapporte le tout sur une année chargée, ça fait à peu près 5 millions d'euros. 5 millions, c'est quand même pas rien. Pour un joueur qui a 32 ans, qui est en fin de contrat, c'est quand même beaucoup. Omari partira, c'est sûr. Son agent l'a dit, Fred Guerra, dans l'émission Tant qu'il y aura des gones. Et enfin, je mise, alors c'est un petit peu ma surprise du chapeau, je mise sur un départ surprise d'Ainsley Maitland-Niles. Parce que je pense que Ainsley Maitland-Niles, il arrive à un moment de sa carrière où il a, je crois, 26 ans, 27 ans, dans mon souvenir. Il a eu des hauts et des bas chez nous, et si demain un club anglais vient, toque à la porte de l'OL, dit maintenant on pose 15 millions sur lui, on le veut, je pense que l'OL dira oui. Là encore, peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que Maitland-Niles, il a ce profil de joueurs qui peuvent partir si l'OL y trouve son compte, clairement. Et en plus, il a un salaire conséquent d'environ 200 000 euros mensuels, ce qui fait que sur une année, on est à peu près à 3 millions donc que décaisse l'OL pour Ainsley Maitland-Niles. Donc, au cumul, si Tagliafico part, si Omari part, si Maitland-Niles part, on économise à peu près chargé, je dis bien chargé pour être très précis, 10 millions d'euros de salaire, et en termes de vente, on est à plus 15 millions dans les caisses de l'OL. Alors oui, évidemment, j'aurais pu aller plus loin et vous dire que Nakate partira, c'est vrai. Moi, si j'étais le DS de l'OL, je pense que Nakate serait un des premiers joueurs que je ferais partir du club, pour plusieurs raisons. La première, elle est sportive. Je pense que le profil n'est pas le bon pour l'OL de Fonseca. Deuxièmement, c'est une question d'ordre contractuel. Il a un salaire qui est extrêmement important. Il a 29 ans, quasiment 30 ans. Salaire à 300 000 euros mensuels. Et surtout, on l'a payé très très cher. Et ce montant-là qu'on a décaissé vient alourdir les dettes sur contrat joueurs qui ont pénalisé assez lourdement les résultats de l'OL d'un point de vue financier. Donc pour toutes ces raisons, moi, je ferais partir Nakate. Mais comme il a un contrat XXL, qu'il est bien à l'OL, qu'il a intégré, qu'il a un statut de joueur leader cadre et qu'en plus il a un âge assez avancé, je pense qu'il ne partira pas, sauf là encore une offre extravagante côté Arabie Saoudite par exemple. Mais bon, là c'est dur à prédire. Et pour le reste, donc Abner, Tchaleta Tsar, Koumbedi et Mata, sans trop de grandes surprises, je pense qu'ils vont tous rester pour des motifs un petit peu assez différents. Dans le cas d'Abner, je pense qu'il va rester pour des raisons avant tout quantitatives. Si tu perds Tagliafico, c'est quand même dur de devoir chercher 2 latéraux si en plus tu perds Abner. Koumbedi, je pense qu'il aura une carte à jouer si d'aventure Maitland-Niles devait quitter le club.
Mata, je pense qu'il fera encore les utilités dépannage central et aussi latéral droit dans le cas où justement Maitland-Niles partirait de l'OL. Et enfin, Tchaleta Tsar, je pense que lui va rester pour des raisons avant tout liées à un manque d'opportunités. Je pense que la saison qu'il a faite n'est pas assez bonne pour prétendre attirer des clubs d'un statut plus fort que l'Olympique Lyonnais. Maintenant, on passe à la ligne suivante, le milieu de terrain. Et là, il y a un énorme, mais un immense chantier pour l'OL, avec donc Akwoku, Veretout, Tolisso, Tessman, Almada, Matic. Et j'ai mis des croix rouges pour vous dire quels seraient ceux qui, selon moi, partiraient du club d'ici quelques jours, quelques semaines. Akwoku, Veretout et Matic. Alors, Akwoku, ça me paraît évident. Enfin, je l'imagine mal le club le garder alors qu'il ne joue pas, si ce n'est les 2 matchs les plus importants de la saison contre Manchester United. Coucou Paulo Fonseca. Veretout, je pense qu'il partira pour des raisons à la fois footballistiques, mais pas que. La magie de l'entourage dans le monde du foot. Et Matic pour des raisons assez évidentes, liées à sa fin de saison assez chaotique, son relationnel très très tendu avec Fonseca et le staff. Je pense qu'il partira pour un projet qu'il attend peut-être du côté de Com en Serie A. Donc, Akwoku out, Veretout out, Matic out. Je pense que Tessman va rester parce que voilà, on compte sur lui à l'OL, profil de joueur assez jeune et qu'il faut développer encore un petit peu. Et j'ai mis 2 points d'interrogation. Le cas numéro 1 assez épineux, c'est Tolisso, parce que Tolisso, pour moi, c'est un cas d'école. Dans cet OL-là, qui doit revoir sa masse salariale, qui doit revoir sa grille des salaires, est-ce que Tolisso, qui serait donc le numéro 1 en termes de salaire, à quasiment 500 000 € mensuels, est-ce qu'il peut rester au club ? Pour moi, sportivement, oui, parce qu'il fait une super saison, c'est le MVP pour l'OL depuis maintenant des mois et des mois, très bien, absolument rien à redire là-dessus. Mais d'un point de vue économique et financier, est-ce que l'on peut garder Tolisso ? Là, j'ai un plus grand doute. Gros contrat, gros salaire, immense salaire pour l'OL de maintenant. Cet OL plus low cost, comme je l'ai dit en vidéo sur la chaîne. Est-ce qu'il peut rester ? Ça pose question. Donc Tolisso restera pas. Sportivement, oui, évidemment que oui. Économiquement, j'ai un plus gros doute. Et second point d'interrogation, c'est le cas de Thiago Almada, pour des raisons avant tout liées à la mécanique multiclubiste que je déplore tellement souvent sur la chaîne. On sait que l'OL manque de cash, que la DNCG attend que l'OL approvisionne ses comptes à hauteur d'environ 175 millions d'euros, c'est énorme. Et dans cette optique-là, où il faut vendre des joueurs, est-ce que la vente de Thiago Almada ne serait pas l'un des moyens pour renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais ? On le sait, Textor l'a dit en conférence de presse, l'OL détient les droits économiques de 3 joueurs de Botafogo, Thiago Almada, Enrique est parti maintenant en Russie à Saint-Pétersbourg, mais également le numéro 9 de Botafogo, un certain Igor Jesus, qui devrait partir selon la presse anglaise côté Nottingham Forest, et peut-être un retour d'ascenseur du grand ami de Textor, un certain monsieur Marinakis. Là encore, on verra bien, mais je pars du principe que les 3 ventes d'Akwoku, Veretout et Matic, et si on transforme ça en brut chargé, on est quasiment à 8 millions d'euros pour le seul Nemanja Matic. Veretout, c'est à peu près 5-6 millions d'euros, et Akwoku environ 2, le tout faisant à peu près une petite quinzaine de millions d'euros de salaire chargé. Donc en bas à droite de l'écran, petit récap sur l'état d'avancement de nos différents objectifs en termes de masse salariale. Maintenant, nous sommes à 25 millions d'euros chargés, économisés pour l'OL. Et en termes de vente, alors là, on est à 20 millions à peu près, 15 millions Maitland-Niles, et je dirais que Akwoku, Veretout, Matic, les 3, package global à environ 5 millions, ça me paraît pas déconnant. Si on me dit que Akwoku part pour 1 million, Veretout 1 million ou 2, Matic 1 ou 2, voilà, on est quasiment à 5, et ça me paraît assez réaliste. Allez, on enchaîne maintenant, on passe aux attaquants, et là encore, un sacré chantier pour l'OL, avec donc actuellement 6 joueurs, Lacazette, Fofana, Cherki, Molébé, Nuama et Georges Mikotadze. Alors sur les 6, il y en a 2 qui, je pense, vont rester, pour des raisons diverses. Nuama, après sa grosse blessure, je pense qu'il va rester car il sera, à mon avis, invendable malheureusement.
et Mikotadze qui je pense va devenir le numéro 9 pour l'OL d'ici les prochaines saisons si tout se passe bien pour lui. En parallèle, je pense qu'il y aura 3 départs côté attaque avec Lacazette fin de contrat, Cherki qui lui partira logiquement si on se fie à Fabrizio Romano côté Manchester City, un transfert qui me hype énormément pour ne pas vous le cacher les amis. Et enfin, si je me fie à quelques petites indiscrétions, Enzo Molebe pourrait lui aussi partir. Ouais, c'est assez... bon, bref, sans commentaire. Et il y a aussi un cas assez épineux, c'est le cas de Malik Fofana qui, selon les échos de la presse britannique, intéresserait fortement Liverpool. Et on évoque une somme assez folle de quasiment 80 millions d'euros. C'est une rumeur un petit peu folle, c'est vrai, mais bon, ça montre bien que dans l'esprit des clubs anglais, il est valorisé extrêmement cher, Fofana. Ça, c'est bien pour nous. Ce qui fait qu'au global, sur les 6 joueurs, Lacazette, Fofana, Cherki, Molebe, Nyama et Mikotadze, je pense que seulement 2 resteront, 3 partiront, et j'ai un immense doute sur Malik Fofana. En bas à droite de l'écran, vous avez le petit récap, l'état d'avancement de la situation. Nos différents objectifs évoluent positivement. Si je fais le point sur le compteur lié après les départs, côté gardien, défense, milieu et attaquant, on est maintenant à peu près 42 millions d'euros de salaire économisé. On touche au but des 50 millions que je visais en tout début de vidéo. Et en ce qui concerne les ventes de joueurs, on est maintenant à 70 millions d'euros. J'avais dit 15 millions Maitland-Niles, environ 5 millions pour Verretou, Akwoku plus Matic, donc à peu près 20 millions d'euros. Et si j'additionne Cherki environ 35-40 plus Molebe environ 10, on est à peu près à 70 millions d'euros. Alors on a fait gardien, défense, milieu, attaque, il manque un 5e point, ce sont les retours de prêt avec 4 joueurs concernés, Aurel Mangala, Amin Sarr, Diawara et Adrielson. Alors Mangala, c'est le cas le plus difficile à jauger parce qu'il a eu une grave blessure à Everton. Je pensais vraiment qu'il l'aurait là-bas acheté sans la blessure, je pense qu'il l'aurait fait, ça aurait été bien pour nous, parce que gros salaire... Grosse dépense pour l'acheter, c'est un énorme coût que doit assumer l'OL. Maintenant, grosse blessure, il va revenir en prêt chez nous et je pense qu'il n'y aura pas de départ pour lui durant l'été. Ce qui veut dire que l'OL doit compter sur lui. Il n'y a pas 10 000 solutions. Donc pour moi, Mangala sera dans l'effectif l'an prochain pour l'OL. Donc je l'ai intégré, lui, son salaire et son registre dans l'effectif pour l'an prochain. On aura aussi un second retour au milieu de terrain, c'est le cas de Diawara qui, après quelques mois côté Havre, a été plutôt performant dans l'ensemble, même si en fin de saison il a moins joué, il faut le dire aussi. Il me semble que les 3 derniers matchs, il n'a pas joué ou très peu avec le Havre. Ceci indique un petit peu la tendance de son prêt, de sa fin de prêt côté havrais. Alors, il a un profil qui n'est pas inintéressant, qui a un gros volume de jeu, projection, récupération, très bien, pas de souci à ce niveau-là. Mais me concernant, j'ai un petit doute sur l'aspect profil technique. Est-ce qu'il peut, dans un OL qui veut jouer assez bloc haut, protagoniste, est-ce qu'il peut être ce joueur qui va, par la passe, être assez subtil pour casser une ligne quand le temps et l'espace se réduisent? J'en suis pas vraiment certain. Donc, ce qui fait que j'ai mis un petit point d'interrogation. Si demain, un club vient et dit on le veut pour environ 10 millions d'euros, me concernant, il partirait. Maintenant, est-ce qu'il partira? Je ne pense pas. Je pense qu'il va intégrer l'effectif pour la rotation et faire le nombre d'un point de vue quantitatif. Le 3e cas, c'est l'éternel dossier Amin Sarr qui devrait logiquement être tranché, puisqu'on a appris récemment que l'Hellas Vérone voulait, ou allait en tout cas, lever l'option à 3,5 millions pour définitivement l'acquérir. Ce serait donc la fin de cette aventure assez tumultueuse pour Amin Sarr côté olympique lyonnais. Donc c'est quand même pas rien, on ne crache pas dessus en temps aussi compliqué pour l'OL. Et enfin, 4e cas, c'est le cas d'Adrielson qui a fait un prêt en Jupiler à Anderlecht assez médiocre, où il n'a pas beaucoup joué au final, décevant, en fait assez fidèle avec ce qu'il est, quoi, un profil de joueur assez rugueux, mais techniquement c'est quand même pas terrible, faut le dire, c'est pas terrible du tout. Je pense qu'il partira, on parle d'intérêt de club en Serie A brésilienne. Maintenant, si on peut en tirer 3 ou 4 millions, ce serait bien pour nous et pour les finances de l'OL. Et tout ça, ça nous met un peu plus dans les clous de nos objectifs financiers pour le mercato estival de l'OL. En bas à droite de l'écran, le curseur bouge.
On est maintenant à 45 millions de masse salariale économisée pour l'OL. On est quasiment au but, les amis. Et environ 77 millions d'euros de vente d'actifs joueurs. Il manque un bout de chemin pour aller toucher les 100 millions d'euros que j'ai fixé comme objectif important pour l'été de l'Olympique lyonnais. Et donc, au global, où en est-on sur nos différents objectifs? Est-ce que oui ou non, on est dans les clous? Ou est-ce qu'il faut trouver quelques petites solutions pour aboutir à mes deux grands objectifs? J'ai quasiment dit la réponse juste avant, mais la preuve en image. On en est où? On en est là. J'avais dit 50 millions d'euros de salaire en moins. On est à 45. Donc, il manque environ 5 millions pour aboutir à mon objectif fixé, mais c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. Et j'avais dit aussi environ 100 millions d'euros de vente d'actifs joueurs pour être, non pas à l'équilibre, mais pour revenir à une forme de fonctionnement qui va assurer une pérennité, une stabilité financière pour l'an prochain. On le sait, la DNCG demande désormais des provisions. Elle ne veut plus de promesses de vente de joueurs, elle veut des ventes réelles, concrètes, qui ont été réalisées. Donc forcément, si l'OL est un modèle qui perd beaucoup d'argent, il faut trouver quelque part l'argent qui manque. Il n'y a pas 10 000 leviers, on a les prêts d'actionnaires que Textor pourrait faire, mais là encore, on n'a pas affaire à un philanthrope milliardaire côté OL, malheureusement, bien malheureusement. Et il y a aussi le second levier qui est le trading joueur. Il faut vendre et vendre beaucoup, vendre bien. Et donc en termes de vente joueurs, j'avais dit environ 100 millions d'euros, on est à peu près à 77 millions d'euros de vente joueurs, donc on est relativement loin du but fixé initialement en début de vidéo, environ 23 millions d'euros d'écart de reliquat qu'il faudrait combler pour être vraiment très très serein. Et encore, les gones, quand je parle de 100 millions d'euros de vente joueurs, je pense même que je reste relativement gentil. Alors une fois que j'ai dit ça, que faire? Comment faire pour parvenir à toucher ces deux buts fixés en tout début de vidéo? C'est simple, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut vendre encore et encore. Et là, on a quelques petits leviers, parmi lesquels deux pistes qu'il faudrait, je pense, creuser. La piste numéro 1, ce sont les droits économiques que l'OL s'est vu transférer depuis Botafogo sur 3 joueurs. Enrique, parti en Russie et dont logiquement les fruits de la vente, 33 millions plus 2 de bonus, devraient, je dis bien devraient, au conditionnel en théorie, finir dans les poches de l'OL. On a aussi le cas de Igor Jesus qui devrait partir en première ligue côté Nottingham Forest pour environ une vingtaine de millions d'euros. Et on a le cas de Thiago Almada pour à peu près, lui aussi, une vingtaine de millions d'euros. Si on part du principe que l'OL percevra les fruits de ses ventes, alors on devrait être relativement tranquille. Ça, c'est l'option numéro 1, profiter des droits économiques des 3 joueurs évoqués juste avant. Option numéro 2, et là ça va vous faire un petit peu tiquer, grincer des dents j'imagine, c'est une vente surprise. Dans le cas où Textor, Michel Caen, Jean-Pierre Comte ne voudraient pas mettre la main au pot pour abreuver, pour financer, pour combler les trous, les pertes de l'OL, il faudra vendre encore des joueurs. Et là il y a quelques candidats que j'ai mis en point d'interrogation, parmi lesquels Lucas Perry. On a évoqué assez longuement l'intérêt de Newcastle ou encore de la Roma, qui a un projet assez ambitieux sous Gasperini. Et on peut aussi évoquer évidemment le cas de Malik Fofana. Là encore, 2 joueurs qui, je pense, vont animer les prochaines semaines, évidemment. Et je n'exclus pas une vente surprise qui pourrait faire basculer plus positivement en termes de vente d'actifs joueurs les comptes de l'Olympique lyonnais. Là encore, on verra bien quel sera le choix que privilégieront les dirigeants de l'OL. Vont-ils abonder par un prêt d'actionnaires? Vont-ils vendre des joueurs encore plus et provoquer une saignée de l'effectif actuel? Ou est-ce qu'ils vont vendre des joueurs comme Igor Jesus ou Almada pour combler les pertes? Là, je ne sais pas. Je me heurte à mes limites de simple analyste, entre guillemets, de l'actu du club. Alors oui, les chiffres, c'est bien, c'est intéressant, mais le foot, ça reste quand même mieux. Nous, c'est le foot qui nous intéresse le plus. Donc à quoi ressemblerait l'OL version 2025-2026? Voici l'effectif qui donc devrait débuter, je dis bien sans les recrues les gones, je précise bien sans les recrues, qui devrait débuter la saison prochaine. Alors à l'écran, voici le visuel préparé pour vous. En noir, je vous ai mis les joueurs qui devraient, selon moi, rester et être des piliers du club, sauf grande surprise. Donc Okaj, Lucas Perry, Niakate, Mata, Koumbedi, Mangala, Tesman, Nuama, Miko Tadze. C'est quasiment les joueurs dont je suis sûr qu'ils ne partiront pas et pour lesquels il y aura a priori très peu de surprises. Maintenant, en jaune, je vous ai mis ceux qui devraient compléter l'effectif dans la rotation.
C'est le cas de Descamps, Tchaleta Diawara, Alejandro Gomez, que je vois jouer un rôle plus important l'an prochain à l'OL. En rouge, ce sont les joueurs pour lesquels j'ai un doute. Typiquement, Fofana, est-ce qu'il va rester ou pas? Tolisso partira pas? Est-ce qu'il va succomber aux sirènes saoudiennes et rejoindre Lacazette? Peut-être, je ne sais pas, on verra bien là encore. Maitland-Niles partira pas. Almada partira pas. Bref, j'ai 3 ou 4 points d'interrogation, des postes qui sont importants, latéraux, dans le cœur du jeu, sur les côtés. Et ça, il faudra forcément y veiller attentivement. Et en bleu, pour finir, ce sont les recrues que je prévois sur différents postes, comme latéral gauche, central axe droit, joueur de côté, numéro 6, 8 et un numéro 9 qui, je pense, devrait venir compléter l'attaque de l'OL. Et ce visuel-là, les gars, je pense qu'il doit vous aider à mieux cibler quels sont en fait les manques et les postes qu'il faut impérativement renforcer. Sur les 3 postes offensifs, donc à gauche, numéro 9 bis ou à droite, Alejandro Gomez, qui a été plutôt performant avec les jeunes, je pense qu'il a une carte à jouer. On l'a vu aussi en sélection de jeunes avec l'Angleterre. Je pense qu'il a un profil qui plaira au coach Fonseca. Il est puissant, il est physiquement, je pense, en avance sur son temps. Donc voilà, profil qui, je crois vraiment, aura du temps de jeu l'an prochain et qui aura un rôle assez important dans la rotation de l'équipe, dans les matchs, logiquement, en théorie, plus faciles pour l'OL. Mais malgré tout, devant, il faudra, je pense, un profil de numéro 9, de complément, pour soulager, suppléer ou jouer avec Mikotadze. Et dans cette optique-là, quel sera le choix de l'OL? Est-ce qu'on prendra un 9 dans le profil de Mikotadze pour, en gros, respecter et reprendre les principes de jeu de Fonseca, mobilité, déplacement, projection, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on ira sur un profil très très différent, plus grand, plus costaud, dans les matchs où on va être fort dans le camp adverse pour centrer, un finisseur clinique, quoi. Est-ce qu'on aura ce profil-là, oui ou non? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra quelqu'un devant. Si Miko se blesse, il faut quelqu'un qui puisse prendre la relève et assurer les matchs importants pour l'OL. Et à droite, Nuama restera, j'en suis quasiment sûr. Mais là encore, je pense qu'il faudrait, dans l'idéal, une recrue, parce que, on l'a vu, on n'est pas à l'abri d'un pépin physique qui pourrait pénaliser lourdement l'effectif, et par conséquent, nos objectifs en Ligue 1 et en Europa League. Donc là, vraiment, on voit quels sont les grands postes prioritaires pour l'OL durant l'été. Il y en a environ 3, 4, voire 5. Des latéraux, je pense, c'est quasiment évident. Dans le cœur du jeu, un profil plus costaud, puissant, qui va assurer l'équilibre transitionnel défense-attaque, attaque-défense pour l'OL. Un profil peut-être plus porté vers l'avant, axial, qui pourrait suppléer Cherki, qui partira logiquement à City. Sur les côtés, il nous faudra, c'est sûr, un profil qui peut, comme ça, prendre le ballon, accélérer, provoquer dans du 1 contre 1, faire mal, déséquilibrer, c'est tellement important. La fin de saison de l'OL a été pénalisée par un manque de profil de rupture. C'est terrible, mais c'est pour moi en grande partie l'une des raisons de l'échec de la fin de saison, hormis les dingueries de Fonseca, c'est vrai, mais il te manquait ces profils de rupture. Nuama, la blessure a fait très mal, Fofana pareil durant 3 semaines, il a manqué ces profils de rupture qui font mal très vite vers l'avant. Et si vraiment on veut aller au bout des ambitions en Ligue 1 et en Europa League, il faudra aussi un profil de numéro 9, soit dans la veine de Mikotadze, soit un profil différent, plus costaud, au jeu plus fort. C'est important. Donc là c'est les 3, 4, 5 grands chantiers. Ça fait de l'argent, beaucoup de pognon à débourser pour l'OL. Est-ce qu'on aura les moyens? Je ne pense pas. Est-ce qu'on ciblera des bons coups, de bonnes affaires en fin de contrat? Je pense que oui. Typiquement, tout à l'heure je vous l'ai dit, le cas, la rumeur Firpo qui pourrait venir comme latéral gauche à l'OL, c'est pas déconnant. Si l'OL se dirige vers un modèle plutôt low cost avec moins de contrats XXL, c'est pas déconnant, encore que il a un gros salaire Firpo côté Leeds, à quelques 300 000 € mensuels, mais des profils de joueurs qui seraient libres, jeunes, à valoriser, faible salaire, c'est pas déconnant en soi, et tout ça en ayant en tête, je le répète, les contraintes DNCG, masse salariale, vente de joueurs pour combler les pertes structurelles malheureusement de l'OL, tout ça on l'a en tête. Il y a un monde dans lequel c'est possible, voilà, c'est pas, en tout cas, l'effectif que j'ai mis à l'écran n'est pas en soi dégueulasse, mais clairement, si on veut être top 4 l'an prochain, il manquera sur 1 ou 2 postes clés des profils plus forts que ce que l'on a. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Est-ce qu'on saura préserver un équilibre d'effectifs sans trop dépeupler, sans trop saigner l'Olympique lyonnais sur l'autel des finances et des comptes troués de l'OL? On verra bien. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, l'été sera chaud, c'est sûr et certain, côté Olympique lyonnais. Si le contenu vous a plu, les gones, pensez au petit pouce, ça prend 2 secondes, c'est très rapide. Pensez à commenter, à vous abonner et enfin activer la cloche. Sur ce, ciao ciao et allez l'OL toujours plus que jamais.